Très vite, moi, j'ai eu des postes de responsabilité parce que j'avais moins de 30 ans. Ok. Et j'avais aussi des patrons qui avaient moins de 40 ans. D'accord. Et puis, j'ai pas peur des challenges. D'accord. C'est quelque chose qui me stimule. Dès que je fais 3 ans à un poste, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai rencontré par hasard, d'ailleurs en boîte de nuit, il m'a dit, bon, je suis venue leur dire, parce qu'il m'avait dit, le président est prêt à vous rencontrer, mais si vous acceptez de prendre le poste de directrice d'exploitation. Et je suis allée, c'est dans les toilettes du mall que je suis allée me changer à nouveau Pour avoir une tenue pour corporate. revenir le rencontrer vers 16h. Moi, je suis très croyante et je crois au destin. Je me laisse pas impressionner par les situations. C'est sûr. Ouais, moi, je suis l'enfant gâté parce que mes parents, la preuve, ma mère a tellement cherché une fille que quand je suis née, on m'appelait unique et meilleure. Oh, Mais dans le monde de l'entreprise, si vous Pas n'êtes toujours. pas contente, vous partez. J'ai jamais voulu rester à l'étranger. Je me sentais bien chez moi. Je n'étais pas bien dans le travail que je faisais à l'époque. J'étais très malheureuse et j'ai décidé de quitter. Quand je suis partie, on me l'a fait payer. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous, on finance des femmes à travers leur relevé mobile money. J'ai même dû écrire à la Banque centrale pour dire, écoutez, moi, voici les preuves, j'ai démissionné, voici les raisons, je comprends pas d'où vient cette honneur. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'elle devenait persistante. Partout où j'allais, on me fermait des portes, on me dit, attention. Un mois avant le lancement d'Akiba, je suis à nouveau contacté, M. Tony Elemelo de UBA. M'appelle un matin, il me dit, écoute, je souhaite que tu reviennes à la banque, je veux que tu sois mon DG. Je suis très solution orientée. Et quand j'ai pas la solution, je dors. Si j'ai faim, là, on ne peut pas se parler. Je suis un électron libre, je suis très indisciplinée, donc ça allait être compliqué. Après 18 ans de carrière dans de grandes banques panafricaines, Adiatou Bari décide de créer sa propre institution, groupe Akiba Finance, devenant la première femme ouest-africaine fondatrice d'un établissement de crédit en Greenfield. Guidée par son engagement pour l'inclusion financière des femmes, des jeunes et des petites entreprises, elle s'inspire des modèles kenyans de finance digitale pour bâtir une banque accessible centrée sur les petits prêts à fort impact social. Depuis sa création en 2020, Akiba Finance, avec une clientèle de plus de 70% de femmes, soutient l'épargne, la formation et l'entrepreneuriat à travers des produits innovants comme la tontine ou le groupe Lending. Primée à l'échelle africaine, Adiatou Bari poursuit aujourd'hui ses actions et visions pour élargir encore son impact, notamment en milieu rural. Qui est cette femme de caractère innovante et philanthrope? Adiatou Bari est Sané. Madame Bari, bonjour. Bonjour Aïssatou. Bienvenue chez Sané, bienvenue chez moi. Merci de m'inviter chez toi. Si je peux te tutoyer. Mais oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Alors, bienvenue chez Sané. On vous invite pour parler de vous, de votre parcours et de la femme de caractère que vous êtes. Donc, on ne parlera pas seulement que de vos œuvres, on parlera également de vous, de la personnalité que vous êtes. Vous avez porté Akiba de la naissance jusque là où on est. Déjà, pourquoi avoir choisi de vous lancer dans le secteur bancaire? Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Parce que généralement, les gens, leur rêve d'enfant, ils essaient de mûrir ça et de lui donner vie. Et certains, à mi-parcours, ils se disent, ah tiens, il y a une opportunité là, j'y vais. Ou est-ce que ce sont les parents qui vous ont demandé de vous lancer dans le secteur bancaire? Finalement, ça vient d'où l'idée de vous lancer dans le secteur bancaire? Alors, c'est venu d'un parcours. Moi, quand j'étais à l'université, chaque année, je faisais un stage. Et donc, j'ai fait un de mes stages dans une banque de la place, une banque panafricaine. J'étais en deuxième année d'université, j'ai fait 1 mois et demi de stage. D'accord. Et j'ai accroché. J'ai aimé le métier de la banque. Ça m'a passionnée. D'ailleurs, au cours de mon stage, je me souviens, j'étais dans le premier département. Ma première semaine, moi, je voulais faire commerce international, marketing commerce. Je voulais faire mon stage de service commercial. À l'université, vous avez fait bancation? Non, j'ai fait commerce international. Mais quand je faisais mon stage, je voulais aller au service commercial. Mais on m'a envoyé au service de l'audit, ma première semaine.
D'accord. Donc, j'ai fait mes 2 premières semaines à l'audit. J'aimais pas trop ça, mais le responsable de l'audit a beaucoup apprécié le travail qu'on faisait en groupe dans son département. Il voulait pas qu'on Vous change. étiez très dégourdi. Voilà, on nous avait fait faire toutes les réconciliations de la banque, les suspens. Donc, comme on fait, on visite les étudiants. Et ils voulaient pas qu'on change. Et moi, je râlais. Je dis non, moi, je suis pas venue pour rester à l'audit. Je veux faire du commercial, je veux travailler au service commercial, je veux savoir comment ça se passe. J'ai tellement râlé que finalement, ils nous ont envoyé au service commercial. On a passé encore 3 semaines. Au sorti de là, j'ai beaucoup aimé. Mais le hasard de la vie a fait que lorsque j'ai fini l'université, j'ai pas commencé par la banque. Ah oui, Ouais, encore. j'ai commencé par MySline parce que j'avais fait encore un stage quelques années avant chez Jetma au service commercial dans la logistique. D'accord. Donc, au sorti de l'université, cette opportunité s'est présentée. J'ai commencé 5 ans. Je travaillais d'abord chez Maes. Et c'est au cours encore d'un hasard de la vie. Mais pendant que j'étais là, j'arrêtais pas de dire, moi, si j'ai l'opportunité d'aller travailler en banque, c'est avec plaisir. Je sens que j'aime ça. C'est quelque chose qui Et l'amour là est venu pendant le stage ou à dans le l'université? stage. Ah, C'est pendant le pendant stage. stage que j'ai. J'avais déjà un petit truc. Voilà, j'ai eu quand même de bons mentors qui m'ont beaucoup inspirée. Et aussi à l'époque, Ecobank, c'était la banque panafricaine. Oui. Et les pionniers, J'imagine. il y avait une image, il y avait un bon esprit, les jeunes africains qui rentraient. On avait quand même des modèles inspirants dans le secteur bancaire. Et moi, j'aimais ça. J'ai dit, si j'ai l'opportunité de retourner en banque, je vais travailler en banque. Et plus tard, vous avez même fait mieux. Mais on va en parler tout à l'heure. Et vous avez fait quand même 18 ans dans des institutions bancaires, dans de grandes banques que je vais citer. Vous avez fait Ecobank, vous avez fait NCA, vous avez également fait UBA, si j'ai les bonnes informations. En tout, vous avez fait 18 ans dans différentes banques. Mais cela ne vous a pas empêché, vous, personnellement, de vous lancer. Et finalement, qu'est-ce qui vous a marqué d'abord durant ces 18 années passées dans ces différentes banques-là? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant que vous y étiez? Écoutez, c'est la rigueur et le professionnalisme, mais aussi les personnes sur lesquelles je suis tombée, les mentors que j'ai eus. Moi, comme je vous l'ai dit, j'arrive dans le secteur bancaire. C'était là les années où la banque, les Africains prenaient conscience de leurs valeurs. Oui. Beaucoup de jeunes de la diaspora quittaient l'Occident pour revenir travailler pour les banques panafricaines. C'est là qu'on assiste à l'éclosion de banques se mettre à l'intérieur comme UBA, comme Ecobank. Ecobank avait déjà lancé le ton. Et donc, les autres banques africaines suivaient sur les traces. Et moi, les mentors que j'ai eus à l'époque, c'était des gens qui étaient très généreux. Je dis généreux parce que pour donner la chance à une jeune femme comme moi, qui venait de sortir d'école, ils m'ont fait confiance très tôt. Très vite, moi, j'ai eu des postes de responsabilité. J'ai occupé un poste de responsable. J'ai assuré l'intérim de la direction des grandes entreprises à Ecobank à un moment improbable. Oui. Improbable. J'étais la plus jeune au niveau du team de management. Et c'était la première fois qu'on confiait à ce type de poste à une jeune femme. Et ça, justement, c'était improbable parce que, compte tenu de votre âge ou bien déjà expérience, peut-être? À cause de mon âge, de mon expérience, parce que moi, j'arrive en banque 9 mois après, on me confie l'intérim, je commence par la trésor. Et 1 an et demi après, j'occupais un poste de responsabilité de direction. Et c'était dû à quoi? Parce que moi, j'étais passionnée, je bousculais les gens, j'aimais apprendre, j'étais curieuse. Et même à l'époque, le directeur général qui était là, il me disait, mais je comprends. Un jour, il a su que mon père était militaire. Il dit, je comprends mieux pourquoi tu bouscules tout le monde. J'étais très passionnée, très avec beaucoup d'énergie. J'avais beaucoup d'énergie, j'étais très curieuse et j'avais face à moi aussi de jeunes, parce que j'avais moins de 30 ans. Et j'avais aussi des patrons qui avaient moins de 40 ans, qui étaient aussi jeunes. Pratiquement, c'était une équipe C'était une équipe très jeune et donc qui étaient là, qui partageaient leurs connaissances, qui me donnaient de la force. Donc, quand je vais à UBA, j'occupe le poste de directrice d'exploitation. J'avais à peine 31 ans, même pas. Et mon patron à l'époque n'avait même pas 40 ans. Et c'était lui le directeur. C'est un monde de jeunes. C'était un monde de jeunes. Et il prend tout son carnet d'adresse. Il me dit, tiens, maintenant, à toi de faire tes preuves.
Ça n'avait pas été facile parce que c'est vrai, après, les gens sont sceptiques, mais moi, j'aime les défis. Donc, comme je dis, feu Armand Drogba, qui était mon patron, était jeune comme moi. Monsieur Abdelaziz Dia, qui m'a fait confiance en premier, m'a confié un poste de responsabilité de chef de service, vente des produits, de vente de la trésor, qui était un service qui venait de naître dans le groupe Ecoman. C'est lui qui m'avait débauché de Maes pour m'amener à la banque. C'est des gens qui m'ont fait confiance tout très vite et qui partageaient avec nous encore une fois. Et on était un groupe de jeunes femmes, jeunes hommes comme ça, auxquels on donnait des postes de responsabilité. On prenait des décisions, on allait vers les clients, les procédures existaient, il y avait des modèles qui étaient importés de l'Occident, on n'avait rien à envier aux autres. Donc, du coup, moi, j'adorais cet univers, j'adorais cette curiosité que j'avais. Et puis, j'ai pas peur des challenges. C'est quelque chose qui me stimule. Ça me stimule et donc, voilà, c'est ce qui m'a marqué dans le secteur bancaire. C'est cette rigueur qui pousse les gens à aller au-delà de leurs limites, en fait. Et ça paye, hein? Ça a vraiment payé plus tard, oui. Alors, justement, quel est l'événement déclencheur? Parce que vous nous avez parlé de l'écosystème dans lequel vous évoluiez. Et finalement, quel est l'élément déclencheur qui vous a dit « je dois partir » ou « il faut que je parte pour créer moi-même ma structure ». Alors, je suis pas partie parce que je voulais créer ma structure tout de suite. Ah, d'accord. Il y a eu un trempe avant la création. Lorsqu'on regarde mon parcours, il est très dynamique. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait au moins, dès que je fais 3 ans à un poste, j'ai envie de passer à autre chose. C'est ma nature. Vous vous ennuyez vite? Je m'ennuie très vite. D'accord. Très, très vite. Si vous regardez mon CV, j'ai jamais fait plus de 4 ans à un poste. OK. Ou dans un département. D'accord. Chez Maes, c'est le seul endroit où j'ai fait 5 ans. D'accord. Après Maes, j'arrive à Ecobank. Le premier service, j'ai fait peut-être 1 an et demi. Comme je vous ai dit, je passe aux grandes entreprises. Après, je quitte Ecobank pour UBA. À UBA, j'ai fait 3 ans. Après, je viens à NCA, où j'ai fait 3 ans et demi, 4 ans. Donc, j'ai toujours eu un parcours dynamique. Dès que je fais le tour, dès que j'ai compris, je commence à m'ennuyer. J'ai envie de faire autre chose. Et dans ce processus aussi, j'arrêtais pas de dire, moi, un jour, je me mettrai à mon compte. Moi, je peux pas continuer à travailler comme ça pour les gens. Il faut que je fasse quelque chose pour moi. Il faut que je fasse quelque chose pour moi. Mais je ne savais pas tout de suite quoi. Il faut savoir qu'avant que je monte à Kiba en 2011, chez UBA, j'avais déjà démissionné une fois. Ah oui. J'ai quitté mon poste de directrice d'exploitation. Dans la première banque? À UBA. Ah, d'accord. Et donc, quand je quitte mon poste de directrice d'exploitation à UBA, je rejoins l'entreprise de mon mari. Parce qu'on a une entreprise familiale. Mon mari, lui, il est entrepreneur. Dès le début, il a toujours voulu être entrepreneur. Il a toujours travaillé. Quand on est rentré, il a dit, moi, je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux être entrepreneur. Donc, il a créé sa structure. Et du coup, je dis, bon, moi, j'allais travailler avec mon mari. J'ai plus envie de rester salarié et tout ça. Je rejoins l'entreprise de mon mari. On commence à regarder. Et c'est lors de cet intermède que je commence à penser à la microfinance. Je fais un voyage au Cameroun pour des raisons autres, parce qu'on voulait développer les hydrocarbures avec mon mari. On avait une licence de transport et d'hydrocarbures, donc je voulais un peu savoir comment développer ce secteur. Donc, je fais un voyage au Cameroun. Et c'est lors de ce voyage, dans les discussions, je vois que la microfinance est vraiment développée au Cameroun. Ah oui, C'est quelque chose contrairement à chez nous. Contrairement à chez nous. Donc, je suis allée voir un peu comment ça fonctionne. Je me suis dit, mais ça serait bien de faire la même chose en Guinée. Ça pourrait aider les femmes, ça pourrait aider les jeunes, parce que la banque est restée. Cet amour de la banque est resté. Donc, je commence à réfléchir. J'ai même commencé à prendre des infos au niveau de la Banque centrale pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour avoir une licence de microfinance, tout en essayant de travailler avec mon mari. Et c'est lors de cette pause, entre guillemets, que j'ai été contactée par NCA. D'accord. J'ai été contactée par NCA. J'ai rencontré par hasard, d'ailleurs en boîte de nuit, en plus, qui t'a allé danser. Je te dis, il y a un monsieur qui m'approche, il dit, vous êtes Madame Barry? Je dis oui. Il dit, écoutez, depuis que je suis en Guinée, je vous cherche. C'est mon DG qui m'a parlé de vous. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il cherche votre contact depuis là. Je dis, ah bon?
tenez, voici mon numéro. Ah bah, vivement les boîtes de nuit. Et voilà. Je dis, mais je suis en instance de voyage. D'ailleurs, c'était la veille de mon voyage sur le Cameroun. Et il m'a dit, bah, rappelez-moi à mon retour. On s'est rappelé à mon retour. Et le DG, il me dit, mais je souhaite vous rencontrer. Ça me dit pourquoi. Donc, je suis allée le voir. Il me dit, mais écoutez, moi, est-ce que vous voulez revenir en banque? Je dis, bah, écoutez, moi, j'ai quitté la banque, je fais mon business. Peut-être que vous allez me financer. Il dit, OK, d'accord. 2 jours après, il me rappelle encore. Il dit, Madame Marie, je vais être honnête avec vous. Moi, je vous cherche parce que nous cherchons un DGA. Et j'aimerais bien que vous me donniez votre CV ce poste. pour postuler. Bon, je lui ai dit, ben, comme vous savez, j'avais tout de suite, déjà vous quitté étiez la banque. sceptique. J'étais sceptique, mais quelque part, il y avait ce tambour de la banque. Ouais. Il y avait un truc en moi qui voulait que je retourne Revenir. dans le milieu bancaire. Et vous avez occupé le poste de DGA à INSEA? Non, De DGA. non, ben, vous allez être surpris. Donc, je suis allée pour faire l'interview. Ils m'ont appelé, ils me dit, venez à Abidjan pour faire l'entretien. J'ai même failli rater le vol le matin. Ah. Donc, j'arrive à Abidjan pour l'entretien. On m'écoute. Je discute avec le responsable. Il me dit, bah, votre profil répond complètement aux critères du poste. Mais malheureusement, on a déjà donné le poste à quelqu'un. Non. Est-ce que vous serez d'accord d'occuper le poste de directrice d'exploitation? Et vous avez accepté? Je dis, bah, OK, pourquoi pas. Mais avant d'accepter, j'avais appelé mon mari. J'ai dit, bah, voilà ce qu'on s'est dit. Et lui, il me disait, Il mais a donné son avis. c'est ce poste que tu as laissé à Ubier. Est-ce que tu aimerais retourner au même niveau? Je dis, bah, écoute, moi, ça ne me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. D'accord. Donc, il m'a dit, bon, je suis venue leur dire, parce qu'il m'avait dit, le président est prêt à vous rencontrer, mais si vous acceptez de prendre le poste de directrice d'exploitation. J'ai dit, d'accord, pourquoi pas. Donc, je suis allée rencontrer le président avec toute la direction. Il m'a dit, écoutez, on aurait souhaité vous donner ce poste, mais la personne à qui on a déjà donné le poste est venue dans le même vol que vous. Malheureusement. Donc, j'ai donné ma parole. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Ouais. Mais si vous acceptez le poste de directrice d'exploitation, je souhaite que vous restiez. Il y a le conseil d'administration vendredi. Moi, j'étais censée repartir le lendemain. Et comme ça, on va valider votre nomination. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas changer d'avis lorsque vous allez rentrer chez vous parce que vous êtes venu pour le poste de DGA? Oui. Je lui ai dit, vous savez, vous avez dit que vous êtes un homme de parole. Et moi, je suis une femme de parole. Quand je donne ma parole, je ne reviens pas dessus. On m'avait bien dit que si je ne veux pas le poste, vous n'êtes pas prêt à me rencontrer. Si je suis venue devant vous, je vous ai donné ma parole, je prends le poste. Il dit, OK. Donc, c'est comme ça que je sors de la réunion, je pars. J'avais une amie, une belle-sœur qui vivait à Abidjan, qui est venue me chercher. Donc, j'ai check-out de l'hôtel. On allait manger de la tchéké quelque part. J'ai mis mon jean. On me rappelle pour me dire, écoute, le président souhaite vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez revenir à la banque? Je dis, mais moi, je suis vers Marpori là-bas. Est-ce que je peux revenir? On dit, non, il faut que vous reveniez. Et je suis allée, c'est dans les toilettes du mall que je suis allée me changer à nouveau. Pour avoir une tenue Pour corporate. revenir le rencontrer vers 16h. Okay. Et je rentre dans la réunion, il me dit, Madame Barry, vous avez dit que vous êtes une femme de parole, je suis un homme de parole. Il dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse d'être DG de la banque? Carrément. En mieux en plus. Ouais. C'est comme ça que... Donc, en fait, on vous avait promis le poste de directrice d'exploitation. Numéro 3, il m'a rappelé, ça c'est à 11h, midi, on a eu la discussion. À 16h, on me rappelle pour me dire, est-ce que ça vous intéresse d'être DG? Waouh, non. Je dis, pourquoi? C'est encore mieux. J'ai fait, waouh. Je dis, ah bon? Il fait, oui. Je dis, pourquoi quand même. Sans réfléchir, je dis, pourquoi pas? C'est comme ça. Waouh. Je prends le poste de DG. Donc, voilà. Est-ce que ce moment a été un moment crucial dans toute votre carrière jusque-là? Oui, ça a été un moment crucial puisque pour faire confiance à une jeune femme qu'on ne connaît pas encore une fois, comme je vous ai dit, moi, je suis très croyante et je crois au destin. Et il n'y a pas de rencontre fortuite.
Je suis d'accord. Mon parcours, c'est la preuve que chaque étape de ma vie et de mon parcours a été une succession de rencontres et de belles rencontres et de bonnes personnes. Forcément. Je ne connaissais pas M. Diagou. Il m'a vu, il ne voulait pas me rencontrer, comme je vous ai dit. Il me voit. La minute d'après, il voulait me donner un poste. Je viens pour un poste de numéro 2. On m'offre un poste de numéro 3. Je l'ai accepté parce que pour moi, c'est le destin. Je suis venue là, à ce moment, c'est ce qui me revenait. Donc, je le prends. C'est une opportunité que je prends, je ne me pose pas de questions. Je reviens après, on me redonne un poste de responsable, de direction. À peine 30 ans, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ne rien. Que d'accepter. Je l'accepte parce que je crois en quelque chose de plus grand, mais je crois aussi à mes capacités. Ouais. Je me dis, s'il a vu quelque chose en moi, c'est que j'ai quelque chose à apporter, à mettre sur la table. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Et comme je vous ai dit, les défis ne me font pas peur parce que c'est par nature, peut-être du fait de ma croyance aussi. Et puis, ça a changé ma vie, ça a changé la suite de ma carrière. Puisque, comme vous le voyez, j'avais quitté la banque pour aller retourner dans l'entrepreneuriat. L'entreprise familiale, qui était une jeune start-up avec mon mari, avec tout ce que ça peut impliquer aussi comme défi sur le plan personnel et professionnel. Oui. Et je reviens de manière improbable. Oui. Et en poste de directeur général, et à une époque où il n'y avait aucune femme directeur général. Surtout. Voilà. Donc, c'est pas commun. Ça a changé mon parcours, ça a changé ma vie, ça a changé ma manière de voir les choses. Vous avez vécu comment ce petit virage-là? Vous savez, moi, je ne me pose pas de questions. Quand j'atteins un niveau, pour moi, c'est une étape de la vie. Ça devait arriver. Et on passe à autre chose. Je le vis avec gratitude et je prends les choses comme elles viennent. Je ne me questionne pas plus que ça. Je vis les moments tels qu'elles sont. Je ne me dis pas « waouh » truc. Je ne me laisse pas impressionner par les situations. C'est sûr. Voilà. C'est ma philosophie de vie. Tout ce que je vis, c'est beaucoup de gratitude. Je le vis avec beaucoup de plaisir. Je profite du moment. Et puis, les défis, quand ils viennent, je les prends tels que ça est. Et puis, on avance. Et on avance avec. Et justement, ce caractère-là, je pense que vous l'avez forgé un peu plus tôt. On a envie de revenir un peu en arrière pour savoir qui est-ce que vous êtes. Parlez-nous de votre enfance. Est-ce que vous avez grandi? Rapidement, ce petit parcours-là, qui est Hadiatou Barry? Hadiatou, je suis l'unique fille d'une fratrie de 5 enfants et je suis la dernière. À la Benjamin? La Benjamin. Ah. Donc, je suis une enfant gâtée. Si tous les enfants gâtés étaient comme c'est vrai, moi je suis l'enfant gâté parce que mes parents, la preuve, ma mère a tellement cherché une fille que quand je suis née, on m'appelait unique et meilleure. Oh. Il y a certains amis de mes parents m'appelaient la fille de la paix parce que ma mère était très heureuse, mes parents. Et moi, mon père m'a donné beaucoup d'amour. Mes parents m'ont donné beaucoup d'amour, mes frères. Je me suis jamais sentie différente de mes frères. J'ai eu le même niveau, on a été traités de la même manière, on a eu les mêmes chances, les décisions qu'on prenait, je n'ai jamais été exclue. Voilà, on m'a jamais traité comme si, voilà, t'es la fille, tu dois faire ça, que ça. J'ai eu toutes les possibilités qu'ils ont eues et même plus, je dirais, parce que l'amour, la protection que j'ai eu avec ma famille, ma fratrie, même mes oncles, tout le monde, toute ma famille, voilà, fait que peut-être que j'ai développé cette confiance en moi très tôt. Ouais. Et je n'ai jamais eu l'impression que rien n'est impossible. Je suis d'accord. Que rien n'est impossible. J'ai eu des parents positifs qui sont quand même, voilà, ma mère est sage-femme, mon père est militaire, mais il est ingénieur de pont et chaussée. Donc, ça a été le travail, l'école. Oui. Ce que vous dites est tellement intéressant. On a tendance à négliger un peu l'enfance, alors que je pense, c'est le soubassement de l'être humain. Quand vous amenez votre enfant à avoir confiance en lui, vous êtes en train de créer un adulte qui aura forcément confiance en lui. Et quand vous faites le contraire, c'est tout à fait aussi c'est un contraire qui va se passer. C'est vrai. Moi, ça c'est très important. C'est vrai. Et vous, ça vous a aidé. Hein. Ça m'a aidé au point où, d'ailleurs, à un moment de ma carrière, justement, ça a failli être un handicap. Vous aviez un excès de confiance en vous? Pas un excès, j'avais peut-être ce besoin de liberté, puisqu'on m'a laissé, j'ai eu beaucoup de liberté,
j'étais décalée par rapport à mon environnement. Et comment, Parce que comment quand on est ça? une femme, on est jeune et on s'exprime, on dit ce qu'on pense, on a beaucoup de liberté, mais on n'aime pas ça dans le monde corporate. C'est vrai. C'est pas commun. C'est vrai que c'est Et moi, à un certain moment, ça peut être voilà, on trouvait que je suis une femme forte, je suis difficile, voilà, tous les stéréotypes qu'on colle à une femme qui a du caractère, c'est ce qu'elle veut, qui veut où elle va. malheureusement la société est ainsi. C'est ça. Et quand j'ai même voulu partir, j'ai pris un coach pour m'accompagner parce que le fait que chaque 3 ans, j'avais envie de changer, de passer à autre chose, a fait qu'à un moment, je me suis questionnée. Poser des questions. Je me suis posé des questions et je voulais travailler ça. J'ai eu un coach et lors de nos entretiens d'ailleurs, un jour, il m'a dit, vous savez, tout le monde n'est pas votre père. Je dis, comment ça? Il dit, ben, parce que votre père vous laisse faire ce que vous voulez, mais dans le monde de l'entreprise, si vous n'êtes pas contente, vous partez, vous démissionnez, vous travaillez pour votre propre compte. Ah. Et Ça a vous été l'élément déclencheur. Ah. Eh ben, il a bien fait, hein, parce que nous, on est à Akiba maintenant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que l'éducation, comme vous dites, l'environnement familial, comment on traite les jeunes filles, comment même le père, la relation du père à sa fille est très importante, à mon avis, C'est sûr. parce que il définit aussi la femme que vous êtes. Il définit les choix que vous faites dans la vie. Il définit le choix de partenaire de vie que tu fais. Je suis Il entièrement d'accord. définit même ta relation avec les autres. Mhm. Parce que pour que quand tu te regardes et que tu te dises j'ai de la valeur, je compte, c'est parce que en face, La valeur comment on est t'a compte regardé quelqu'un. pour quelqu'un, c'est la manière dont on t'a regardé, c'est ce qu'on t'a donné. Ouais. Et moi, je pense que c'est la chance que j'ai eue. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'Institut Sainte-Marie, D'accord. sciences mathématiques. Ensuite, je suis allée à l'université au Maroc. J'ai continué en France. Je suis diplômée de l'ICN Business School en commerce international. D'accord. Après, je suis rentrée en Guinée. Juste après dès que j'ai fait ma soutenance, mercredi, samedi, j'étais dans l'avion. Ah, carrément. Bah, Parce que vous vouliez revenir en je Guinée. suis rentrée en Guinée. J'ai jamais voulu rester à l'étranger. Je me sentais bien chez moi, comme je Ouais. l'ai dit. C'est vrai quand même. J'ai toujours aimé la Guinée. J'ai toujours été l'endroit où je me sens bien. Quand je décide de rentrer, les gens se sont moqués de moi. Mon mari, il vivait aux États-Unis. Lui, il étudiait là-bas. Quand on a décidé de rentrer en Guinée, les gens nous ont dit, mais vous êtes malade. Qu'est-ce que vous allez faire dans la galère? J'ai dit, mais la galère, moi, je l'ai plus d'être en France. Voilà. À chacun son histoire. Bah oui, parce que moi, Pas souffert, hein? ah oui, quand je rentre chez moi, je mange mon riz, ma sauce, on fait mon lit. Voilà, je suis bien. Je vais à la maison. Pourquoi je reste en France? Pourquoi rester en France? Pourquoi je vais rester dans le coin à prendre le métro, les bus? Ouais. Je parle à personne, sauf au téléphone, je vois personne, il fait C'est froid. difficile. Ils ont dit qu'on est habitué à la chaleur d'ici. Voilà, quand je parle de chaleur, je parle de relations humaines, sur votre entourage, Ouais, ça. ce moment que vous passez en famille avec les amis. Moi, j'ai besoin. Là-bas, c'est pas totalement comme ça. Hein. Ouais, j'ai Chacun besoin, dans c'est ça. son coin et c'est un peu Besoin de dommage. ça, j'ai besoin d'être ancrée, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de ma famille, de mes amis. Donc, c'est quelque chose qui me manquait, qui m'a toujours manqué, qui a été très difficile pour moi à l'université. Et donc, dès que j'ai eu l'opportunité, De revenir, vous vous êtes pas posé des... là, je ne me suis pas posé. On rentre à la maison. Bah ouais. Et c'est après justement votre retour et ce parcours avec les différentes institutions que vous avez créé à Kiba. C'est après ça, lorsque du coup, je démissionne de mon poste Uh-huh. de directeur général, comme je vous ai dit, à un moment où je me questionnais beaucoup, je n'étais pas alignée avec la vision et de l'institution, de mon... En fait, j'étais pas du tout alignée avec le travail, mais ma personne, ce que je voulais, ce à quoi j'aspirais n'était pas aligné avec le travail que je faisais et au poste que j'occupais. Je sais que ça surprend beaucoup de personnes. Oui, c'est quand même surprenant. Ouais, quitter de grandes banques, surtout avec de bons postes. Beaucoup de Et personnes. se lancer, je dirais, dans l'inconnu, parce qu'Akiba n'existait pas. Et comme je vous le demandais tout à l'heure en off, je vous demandais c'était quoi créer en Greenfield. Donc, vous m'avez expliqué que c'était de la base carrément jusqu'au sommet. Donc, c'était vraiment vous lancer dans l'inconnu. Je suis partie, j'avais aucune offre, j'avais rien. Je suis partie parce que je ne me sentais plus à pas l'aise. bien, j'étais pas heureuse, j'étais pas bien dans le travail que je faisais à l'époque. J'étais très malheureuse et j'ai décidé de quitter.
Ça n'a rien à voir avec un salaire ou un traitement. C'est pas un salaire, mais je n'étais pas alignée avec la vision de l'entreprise, je n'étais pas alignée avec les valeurs de l'entreprise à l'époque, à ce moment-là de ma vie. Et j'ai dit, bon, je peux plus rester, il faut que je parte. Et vous êtes parti. Et je suis partie. Quand je suis partie, on me l'a fait payer. Ah oui? Ah bah oui. Oh là, c'est qui? Beaucoup de personnes, et je dirais plutôt le système. D'accord. Parce que encore une fois, c'était casser des On codes. savait que vous vouliez créer une Non, je suis pas microfinance. partie pour créer une microfinance. Je suis partie, à ce moment, je savais même pas que j'allais créer Akiba. C'était pas dans mes plans. Moi, je me suis dit, je pars. Après, je vais réfléchir à ce que je veux faire. Je vais mettre mon CV à jour et je trouverai ailleurs. Forcément. Si c'est pas maintenant, c'est autre chose. Donc, Parce que quand je vous disais, mon coach à l'époque m'a dit, mais est-ce que vous connaissez le consulting, le conseil? Je dis non, je connais pas. Il dit, regardez un peu ce que c'est pour voir est-ce que ça va vous plaire. D'accord. Parce que comme je vous ai dit, j'étais à la quête de quelque chose, d'une liberté que je ne pouvais pas avoir dans une institution formelle. Parce qu'il faut respecter des règles. Comme il dit, tout le monde n'est pas mon père. L'institution appartient à quelqu'un. Il a ses règles. Je suis obligée de me soumettre. C'est soit je me soumets ou je pars. Et vous êt parti. Et c'est soit là-bas ou ailleurs, le monde du corporate, il y a des règles à respecter. Et moi, j'étais très nulle dans ça. Et bien, je suis pas très forte dans la politique, comme je vous ai dit. Quand je suis pas contente, dès que vous regardez mes yeux ou mon regard, Mon visage exprime ce que je ressens. D'accord. Donc, voilà. Alors, Madame Barry, le nom Akiba n'est pas guinéen, selon mes recherches. Et c'est bien au cours d'un voyage que le nom du bébé a été trouvé, avant même la naissance du bébé en question. Akiba, ça veut dire quoi? Akiba veut dire épargne en swahili. Épargne. En swahili. Ah, d'accord. Épargne en swahili. En swahili. Et pourquoi le choix disent aussi en arabe. d'ailleurs, pardon. Non, c'est pas délibérément que l'on a choisi un nom venu d'ailleurs. L'idée, c'est pas parti du fait de choisir un nom qui vient d'ailleurs. Je voulais justement un nom qui colle avec la mission de Akiba. D'accord. Et je voulais un nom d'abord en langue locale, guinéen, que tout le monde pouvait prononcer, que ce soit en Guinée ou en Afrique ou en Europe. Et vous avez pensé à quoi? Qui est facile à prononcer, facile à aussi qui peut s'exporter. Et c'était quoi? Donc, je cherchais le mot épargne dans les langues, dans n'importe quelle langue. Et j'ai été découragée à l'époque de choisir un nom finalement en langue locale guinéenne parce que je voulais pas stigmatiser l'institution. Je voulais pas que ça soit perçu comme une institution qui appartient à Paul, Pierre ou Y. Déjà, moi, dans ma vision, c'est qu'Akiba un jour partira ouvrir ailleurs, comme d'autres banques sont venues s'implanter en Guinée. Il faut que Akiba puisse s'implémenter à l'international. Donc, dans les recherches avec les conseillers en marketing communication, ils ont dit, mais Akiba, c'est facile à prononcer. La preuve, dans n'importe quelle langue que ce soit dit Akiba, il n'y a pas une connotation. Il n'y a pas une connotation et ça répond clairement à la mission que nous voulons atteindre au niveau de Akiba. C'est magnifique. Et justement, pourquoi avoir créé Akiba Finance? Quels sont les besoins non couverts par le secteur bancaire traditionnel vous a poussé à donner vie à Akiba Finance finalement? Akiba est né justement du voyage, comme je vous ai dit, de mon parcours. Donc, après être partie, j'ai créé une boîte de conseil, un véhicule d'investissement et de conseil pour accompagner les entreprises dans la levée de fonds, les PME, les femmes aussi, dans la structuration de leur business. Parce que après, je me suis dit, moi, c'est la banque que je connais, j'aime la banque. Pourquoi ne pas faire quelque chose dans le secteur bancaire, mais de sorte à mettre de l'impact. Je voulais quelque chose d'impactant, qui répond à une mission de vie. Pour moi, il faut accompagner, aider. Mais aussi, de cette expérience bancaire, je me rendais compte que les services financiers n'honorent pas de façon très claire la souveraineté africaine, la créativité africaine, l'innovation africaine. D'accord. On a un continent aujourd'hui
ouvert à l'innovation. Lorsqu'on regarde comment le mobile money a été un boom en Afrique, mais c'est extraordinaire. C'est une grande utilité. C'est une grande utilité. Même ma grand-mère au village, elle va dire, envoie-moi un transfert. Le téléphone portable, elles ont tout un téléphone. Donc, au cours de ce voyage, d'ailleurs, c'était à Singapour, je fais un séminaire, je participe à un séminaire où les gens de M-Pesa venaient présenter comment le mobile money aide les femmes rurales à bénéficier de petits prêts pour développer leur commerce. Et ça a été l'élément déclencheur. Je dis, ça, c'est ce qu'on devrait faire en Guinée. Ça peut aider. Moi, j'ai fait de la banque. Je sais comment financer les grandes entreprises. Je sais comment financer des PME. Mais il est temps d'utiliser cette technologie pour aider les femmes, pour aider les jeunes. Parce que, encore une fois, moi, depuis petite, quand j'allais en vacances à la baie chez ma grand-mère, elle fait partie d'une coopérative de femmes qui faisait les teintures, les indigos. Oui. Elle arrivait à vendre jusqu'au Sénégal, ces pagnes. Oui. Et tu vois, elle faisait des cours d'alphabétisation. C'est quelque chose qui m'a nourrie. Donc, c'est un mélange de tout ça. Je me suis dit, moi, je sais faire la banque, je connais la banque, et cette technologie est là. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'apporte ma pierre? Et c'est ainsi que j'ai décidé, j'en ai parlé à des personnes avec lesquelles je travaillais à l'époque, des grands frères aussi, qui sont des mentors, des coachs, comme je disais, c'est toute une question de vie. Je leur ai dit, mais pourquoi ne pas créer une banque digitale en Guinée? Une banque qui va accompagner les femmes, les jeunes, et l'adapter aux besoins. À leurs besoins. À leurs besoins, mais aux jeunes aussi. Tout le monde utilise le mobile money. Ah oui. Le mobile money, actuellement, c'est transfert, dépôt, retrait. Souvent, les banques se plaignent que ces personnes ne sont pas bancables, on ne peut pas les financer parce que leurs ressources, on ne peut pas domicilier les ressources. On ne connaît pas combien ils gagnent. On ne sait pas structurer et sécuriser les recettes. Sauf que quand tu regardes le relevé mobile money d'une femme, les transactions qu'elle fait par jour, parfois, c'est énorme. Ouais. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, nous, on finance des femmes à travers leur relevé mobile money. On a commencé justement à utiliser cette data pour en faire un historique de crédit pour financer. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser tous ces facteurs-là, tontine, comment leur manière de fonctionner pour en faire quelque chose. Leur manière de fonctionner, ce n'est que Donc, voilà. D'où est venu. C'est comme ça. Oui, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Alors, Madame Barry, est-ce que les banques traditionnelles ont des manquements? Vous avez effleuré quelques manquements tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a encore d'autres manquements vis-à-vis de la clientèle, au-delà même des femmes? Non, au-delà des femmes, les banques aujourd'hui sont plus structurées et plus outillées pour financer des grandes entreprises, pour financer des entreprises structurées, des entreprises qui ont un modèle qui fonctionne, qui ont des états financiers, par exemple, qui savent dire combien elles gagnent par an, qui savent répondre à certaines questions, qui sont mieux, même les PME. C'est difficile pour les banques aujourd'hui même de financer des PME parce que on ne sait pas, c'est très difficile de sécuriser leurs recettes, comme je disais tout à l'heure. C'est pas évident pour ces gens de produire les garanties qui ne sont pas suffisantes. Lorsqu'on sort des garanties classiques, hypothèque ou nantissement d'équipement ou autre, on a du mal à les accompagner. Donc, les banques n'ont pas tous les outils pour pouvoir financer une entreprise qui n'est pas organisée. Donc, finalement, même au-delà des banques, des entreprises qui ne sont pas organisées, les banques ont du mal un peu à s'adapter aux réalités et aux besoins des citoyens. Est-ce que c'est ça? Elles ont du mal peut-être à s'adapter à l'environnement, à l'écosystème. Parce que même quand une banque veut financer, c'est un écosystème aussi. Tout le monde a sa part dans cet écosystème. Parce que lorsque vous voulez un financement, il faudrait bien que vous ayez une pièce d'identité, qu'on puisse vous localiser. Il y a ce qu'on appelle la conformité à la banque. Et ça, c'est une exigence internationale et nationale. C'est des lois contre le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, pour travailler dans une banque, pour être client d'une banque, il y a un minimum, il faut une pièce d'identité. Et malheureusement, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas de pièce d'identité. Oui, c'est vrai. On pense que c'est acquis, mais il y a des gens qui n'ont même pas la déclaration de naissance de leurs enfants. Je suis d'accord. Donc, ça commence là. Quand je dis écosystème, il y a une sensibilisation à faire aussi pour
inciter les gens à avoir des pièces d'identité en bonne et due forme et aussi les localiser, l'adressage, savoir où est-ce que je peux retrouver telle personne lorsque je finance son business ou lorsqu'un jeune entrepreneur monte son entreprise, crée l'entreprise au niveau de l'appui d'un RCCM et tout. Comment je fais pour être sûr que lorsque je commence à faire mon business, je fais une comptabilité. Je fais la différence entre mon argent personnel et l'argent de l'entreprise. Donc, il y a une éducation financière, il y a du coaching, il y a du mentoring. Et aussi parfois, certaines personnes aussi souffrent du manque de garantie. Parce que quand je prends le cas des femmes, ou même d'autres, pas forcément des femmes comme des jeunes, ils n'ont pas de bien, on n'a pas un terrain pour hypothéquer quand je veux un certain type de financement. OK? Oui. Et aussi, il faut que on mette en place derrière, même si on donne des garanties, il faut qu'on puisse savoir aussi, lorsque tu finances un business, est-ce qu'il n'y a pas un risque de performance? Okay. Le risque de performance, parfois, c'est pas seulement le fait d'avoir des garanties. Tu peux financer quelqu'un qui a des garanties, mais si l'entrepreneur n'a pas les compétences, ça devient un problème. voilà, c'est un risque de performance. Vous me dites, je perds ce financement pour acheter une machine, pour construire une route. Je vous donne l'argent, vous allez acheter une voiture. Ça colle pas. C'est un risque de performance. Vous n'exécutez pas le contrat, ça augmente, vous ne serez pas payé, la banque ne sera pas payée. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que les banques ne vont pas sur ces niveaux de risque parfois, préfèrent rester sur des grandes entreprises un peu plus structurées où on sait plutôt comment ça fonctionne, ça minimise le risque. Et puis, il y a l'environnement juridique en cas de contentieux. Si je veux saisir l'hypothèque pour me faire rembourser, les procédures sont longues au niveau juridique, au niveau de la justice. Je ne peux pas exécuter ma garantie. Vous savez bien que je ne vais pas prendre plus de risques. Mais c'est sûr. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que les banques ont du mal à suivre et aussi à aller à ces niveaux de détail parce qu'elles ne sont pas aussi outillées au niveau procédure pour accompagner une petite structure, aller visiter dans un village, aller visiter dans un quartier ou aller vous voyez, dans la chaîne agricole. Il faut que j'aille visiter ton champ, que je vois à qui le champ appartient, comment vous êtes organisé en coopérative. Donc, chacun son domaine. Les instances de microfinance sont là pour accompagner ce type aussi de cible. Il faut savoir que les banques ont leur cible, mais les instances de microfinance, comme on dit, les instances inclusives ont leur cible. Elles sont outillées, elles sont organisées pour accompagner les personnes qui sont à ce niveau-là. Parce que nous, lorsqu'on te finance, on va aller chez toi, on va visiter ta maison, on va visiter, si tu donnes une personne caution, on va aller chez la caution, on va évaluer tes biens personnels parfois, tes biens matériels. Si tu as une voiture, tu as une télé, tu as ceci, ou quand tu dis je vends à Madina, on va aller dans ta boutique, on va faire combien tu vends, qu'est-ce que tu as. Donc, un banquier ne va pas aller s'asseoir pour vérifier combien tu as. Nous, on le fait. Vous avez plus de proximité avec... On a plus de proximité, mais c'est ça notre rôle aussi. C'est pour ça qu'on appelle des instances inclusives. Ce qu'on en fait, c'est ça notre travail. D'accord. Alors, vous avez créé Akiba en 2020, en pleine pandémie. C'est un gros risque quand même. Mais finalement, est-ce que c'est un challenge pour vous de créer Akiba Finance à l'époque? C'est le hasard de la vie qui a fait que la pandémie est tombée. Encore une fois, c'est un challenge. Ah oui. En fait, quand je crée Akiba, c'est en 2018 que j'ai commencé le projet. L'idée a germé. L'idée a germé, le projet a commencé, on s'est fait accompagner, on a travaillé avec un groupe international qui était la première banque digitale d'Europe, qui nous a accompagnés à structurer le modèle, à définir un plan d'action, un plan stratégique, ce qu'ils appellent un go-to-market stratégie. Donc, on a fait le plan, on a fait le logo, même le logo, c'est pas un hasard, les couleurs, tout a été fait pendant 1 an et demi. On a travaillé à concevoir le modèle. On a fait une étape de conception du modèle, étude de marché, savoir est-ce que ça va fonctionner, pourquoi Akiba, pourquoi tel type de produit, pourquoi pas. Donc, on a fait ce travail. Ensuite, on a introduit un dossier de demande d'agrément à la Banque centrale. D'accord. Parce que lorsqu'on est allé à la Banque centrale, on voulait faire une banque digitale, on nous a dit il n'y a pas de licence de banque digitale. Ça n'existe pas en Guinée. Même en Afrique, il n'y en a pas. Il y a des licences en Europe, mais pas en Afrique. Donc, on a dit, si vous voulez faire ce modèle, il faut prendre une licence de microfinance.
de type SA, ce qui vous permettra de faire en même temps de l'inclusion financière, une banque, mais aussi émettre de la monnaie électronique, faire comme les mobile money. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une licence spécifique pour les gens qui font le mobile money. Eux, ils n'ont pas le droit de faire l'épargne et le crédit. Ah, d'accord. Ils font que du transfert d'argent. Donc, pour faire en plus du crédit, épargne, des produits de banque, il faut avoir une licence autre. Donc, la licence de microfinance peut vous permettre de faire les deux. D'accord. C'est comme ça qu'on a conçu le modèle, on a préparé le dossier d'agrément, il y a toute une liste de documents à fournir, libérer le capital et tout. Donc, on a eu l'agrément en 2019, en juin 2019. Quand on a eu l'agrément, donc l'agrément vous donne 1 an pour préparer l'ouverture. Il faut savoir, pour ouvrir, il faut trouver le partenaire technique. Il y a un système d'information qu'il faut mettre en place. Les produits que vous avez créés doivent être mis dans le système. Il faut recruter des gens, il faut les former, il faut. Donc, on avait 1 an pour faire tout ça. Et 1 an n'était pas suffisant parce que le Covid arrive. En janvier 2020, pratiquement, on commençait à dire on ferme pas. Et nous, d'ailleurs, quand cette période arrive, moi, j'étais en Éthiopie. J'étais encore allée chercher un partenaire technique sur le mobile money. C'est eux qui devaient nous fournir la plateforme de mobile banking. Et c'est au retour de ce voyage d'ailleurs qu'on dit on ferme les frontières. Donc tout le travail que nous avons fait, nous l'avons fait à distance. Former nos équipes, lancer la plateforme, l'installation, les bureaux, tout a été fait à distance. Wow. Et en juin, ça allait faire 1 an qu'on a eu la licence, il fallait qu'on ouvre. Et il y avait une problématique. Est-ce que j'attends? Après, je demande une extension au régulateur pour me permettre d'être prête. Ou est-ce que je lance, au moins pour tester le modèle, m'assurer que c'est bon, peut-être c'est une opportunité. Et à savoir que la plateforme de mobile banking n'était pas prête. On avait fini juste le système d'information. On avait une plateforme qui faisait la tontine. D'accord. Je dis, écoutez, on lance. On y va. On y va, on va utiliser nos familles, nos amis, comme modèle de test. Chacun appelle, on a fait une liste, on a dit chacun fait une liste de 50 personnes, membres de sa famille et amis, vous les appelez, ils viennent ouvrir des comptes. Carrément. C'est comme ça qu'on a lancé. Et finalement, vous avez eu combien de clients pour un tout début? Pour un tout début, on a eu quand même plus de 200 ou 300 parce qu'on a eu du monde. Hein. Chacun a appelé sa famille. On était 12 à l'époque, 15 lorsqu'on lançait Akiba. Ouais. On a eu du monde. Parce que chacun a appelé sa famille, ses amis. Et il y a une belle opportunité qui s'est présentée à la même période. Quand j'ouvre, donc je suis allée voir des amis, des familles qui me disent, j'ai une grande sœur qui était directrice du port d'ailleurs, que je salue, Madame Traoré Tahirou Bari. D'accord. Elle me dit, écoute, je vais te présenter une dame. Elle, peut-être, elle connaît les groupes de femmes. Elle peut voir ce qu'elle peut faire avec toi. C'est la directrice du port autonome de l'époque. Ah. Madame Haribo. Donc, Aïssata Haribo, je suis allée la voir. On discutait. Elle me dit, mais je lui explique ce que je fais. J'ai dit, moi, je fais la tontine, j'aide les femmes à épargner. On a une plateforme, elle peut faire elle-même, après, elle peut bénéficier de prêts. Elle dit, c'est vrai ça. J'ai dit, elle dit, attends, je te donne un numéro. Appelle la dame là. On était vendredi. Appelle cette dame, on veut faire un événement pour les femmes. Là, on a créé des groupements de femmes, on veut les accompagner. Au lieu que je les envoie ailleurs, je les envoie chez toi. Carrément. Va les appeler. Elle m'a dit, appelle B52, une dame qui est en ville. Je dis, d'accord. J'appelle Madame B52. Tanti, itankeli di naka Madame Bari. Itanfule dire so sokui fala ma naka yo. Elle dit, awa, il n'y a pas de problème. Mouta Madame naka fala moube mounana nabama. Lundi, mousgama wogoni. Lundi, improvise, mercredi, c'est comme ça on a fait le lancement que vous avez vu à la télé, on les a invités, elle a pris tout son groupement de Kaloum, toutes les femmes, elles sont venues à la banque, les a présenté la solution, ça a été une réussite. Et c'est parti. Quelle belle histoire. Voilà, c'est la vie. Il faut être ouvert. Oui. Il faut être ouvert aux opportunités et tout ce qu'on te dit, vas-y, faut aller voir. Faut essayer. Il faut être curieux. C'est ça. On ne sait jamais où est-ce que les bonnes choses peuvent venir. Voilà. Alors, Madame Marie, vous êtes la première femme ouest-africaine à fonder un établissement de crédit en Greenfield. C'est tout sauf commun. Alors, est-ce que c'était un défi pour vous d'être la première femme à créer
une telle institution? Je ne savais même pas. C'est après que j'ai su que j'étais la première femme. Je savais même pas que j'étais la première femme. Ça n'a pas été un défi. Encore une fois, comme je dis, c'est le parcours de vie qui m'a amené à cette histoire. Je devais faire ça. C'était un moment de ma vie. C'était nécessaire parce que ce que je vous ai pas dit, moi, quand j'ai quitté la banque, j'avais fait une interview dans une grande institution bancaire jusqu'au plus haut niveau. On m'avait accepté pour me nommer directrice générale. Je reviens de cette interview, j'attendais l'offre. Je suis allée à Paris, je fais tout. Et on m'écrit pour me dire, écoutez, Madame Barry, on a eu des informations comme quoi vous avez été virée de votre poste. Virée? Ouais. Je dis, comment? Je comprends pas. Ah, c'est ce qu'on a dit, donc voilà. Je dis, ah bon? Donc j'ai envoyé toutes les preuves que c'est moi qui ai démissionné. On a fait l'audit de ma gestion. J'ai reçu ma lettre de confirmation payant mes soldes de tout compte, que je suis libre de tout engagement et qu'on a fait l'audit, tout est bon. Et j'ai reçu ma lettre de départ, machin et tout, de solde de tout compte. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai amené toutes les preuves. Ils ont dit d'accord, ils ont noté, ils ont attendu, ça réfléchissait. C'est pour ça que je veux dire, on m'avait fait payer très cher. En fait, naïvement, je pense que lorsque j'ai démissionné, sans mettre peut-être les formes que peut-être des hommes auraient mises à l'époque, gérer des susceptibilité, ça allait être bien vu. Mais partir sans donner d'explication, partir, les gens ont pensé que c'était arrogant. Pourquoi elle se prend pour qui? Donc, j'envoie les preuves, on commence à me questionner, je sens des balbutiements. J'ai même dû écrire à la Banque centrale pour dire, écoutez, moi, voici les preuves, j'ai démissionné, voici les raisons, je comprends pas d'où vient cette rouga. Il faut que ça s'arrête, parce qu'elle devenait persistante. Partout où j'allais, on me fermait des portes, on me dit attention. Donc, de ce coup de camouflet, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quoi? Justement, s'il faut retourner dans le système institutionnel, si c'est comme ça le jeu, je veux plus être dans ça. Je veux plus appartenir à ce monde. Je veux plus être soumise à ça. On attendait peut-être que vous soyez assujettis à la merci de certains. Et donc, lorsque une des raisons d'ailleurs, qui est aussi au temps de Covid, qui m'avait fait hésiter, en plus de l'opportunité, à demander la prolongation de l'agrément, parce que j'avais peur que tout ça joue contre moi. J'avais peur qu'on me dise... vous comprenez, il y avait un jeu politique que je ne maîtrisais pas. Il y avait des personnes qui s'amusaient à lancer de fausses rumeurs. Fermer des portes. À me fermer des portes pour des raisons que j'ignore jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'avais peur de dire, écoutez, pour qu'on me dise, non. Vous voyez? Et la banque, finalement, elle a naturellement obtempéré. Et donc, quand j'ai approuvé, quand je décide de lancer Akiba, un mois avant le lancement d'Akiba, je suis à nouveau contactée, M. Tony Elemelo de UBA. M'appelle un matin, il me dit, écoute, je souhaite que tu reviennes à la banque, je veux que tu sois mon DG. Parce que je n'étais pas. Je dis, est-ce que je peux vous revenir plus tard? Donc, j'étais face à un dilemme. Oui. Je lance Akiba, c'est la pandémie, ou revenir à la banque avec la sécurité que ça donne. Et en plus, le fait qu'on m'avait tellement bassiné, il y avait même eu des articles qui ont été écrits pour dire que j'ai été renvoyée. J'ai été victime d'une diffamation. J'ai même failli porter plainte. Et donc, est-ce que je reviens pour prouver aux gens que c'est pas vrai ou je suis mon projet de vie? Donc, à un moment, Dieu fait le choix avec la prière et aussi les opportunités, comme je vous ai dit. Ces rencontres, je me suis dit, je l'ai rappelé, je l'ai remercié. Et mon mari m'a dit, tu sais, rappelle-toi pourquoi tu es parti de la banque. C'était la question
Que votre mari... qui m'a permis de trancher. J'ai dit, tu as raison. J'ai dit, tu es partie parce que tu n'étais pas heureuse. Et quand je te vois, tu es toute seule dans cette aventure, mais tu es épanouie. Tu es plus apaisée. Et moi, je te fais confiance. Oh. Et c'est parti. Et vous avez rappelé à Tony... J'ai rappelé, je l'ai remercié pour l'opportunité. Je lui ai expliqué que j'avais un projet sur lequel je travaille. J'ai décidé d'aller vers ça et que c'était un honneur pour moi. Il a compris, il m'a félicité. Et puis voilà. Aussi simple que ça. C'est la vie, c'est comme ça. Madame Marie, qu'est-ce que Akiba fait réellement? Citez-nous quelques services de Akiba. Aujourd'hui, Akiba a plusieurs services qu'on a définis en 3 gammes. Comme je vous ai dit, notre objectif, c'est vraiment donner des services de banque digitale, de vraies banques digitales. Quand je prends la gamme Sutura, on connaît tous c'est quoi Sutura, elle cible les femmes, les personnes vulnérables qui ne savent pas lire et écrire, sont illettrés, mais qui font du commerce ou qui cherchent à se lancer dans des activités comme génératrices de revenus ou autres. Ça fait des hommes, des femmes, mais cette cible, c'est essentiellement des femmes. Ça se passe comment? De femmes. Il y a 3 niveaux. On a le premier niveau qu'on appelle la tontine de Akiba, qui permet à la femme de souscrire à une épargne libre de façon journalière ou quotidienne, à son rythme, selon ses moyens. Ça commence à 5 000 francs par jour ou un peu plus ou un peu moins. Le maximum qu'elle peut cotiser sur cette gamme, c'est 300 000 par jour. Donc, elle le fait pendant 30 jours. On l'encourage à aller au bout des 30 jours ou elle peut le faire moins. Si elle veut retirer, elle retire sa cagnotte. Mais l'objectif, c'est qu'elle finisse une cagnotte et qu'elle puisse bénéficier d'un compte qu'on appelle le compte Sutura avec des frais de tenue de compte que de 2 000 francs par mois. C'est encourager cette cible à rentrer dans le système de l'épargne et de la banque. Souvent, elle commence avec juste une photo, si tu as une pièce d'identité, on te crée le compte directement. Tu n'as pas de pièce d'identité, tu cotises via un agent collecteur. On a le Akiba Mobile, qui est le compte mobile de Akiba, à travers lequel vous avez accès à la banque. Vous pouvez faire de l'épargne, vous pouvez faire tous les services de transfert d'argent, dépôt, retrait, comme les autres, paiement marchand pour les boutiquiers. Donc, à travers Akiba Mobile, elles peuvent domicilier leurs recettes et ça nous permet de connaître leur historique aussi et de leur donner accès à des financements. Et sur cette gamme, si vous êtes régulier pendant 3 mois, vous avez droit, vous êtes éligible à une avance qu'on appelle le crédit Chap-Chap, ou vous avez droit à un prêt sur 12 à 24 mois selon votre capacité de financement. Donc, c'est un produit qui marche bien, qui permet aujourd'hui d'inclure et d'accompagner une gamme, comme je vous l'ai dit, très vulnérable. On a même les pensions, les personnes qui ont des pensionnaires. On a des comptes pension et il n'y a pas de frais il n'y a que 5 000 francs de frais de tenue de compte sur ce compte pension. On a le compte salaire qui cible les ouvriers, les personnes journalières, les chauffeurs, les taxis et autres. Et on a la gamme pro. C'est la gamme pro qui cible les jeunes entrepreneurs, les professions libérales, les gens qui viennent de se lancer. Donc, c'est un compte qui permet aussi d'avoir accès à sa banque en ligne, qui permet d'avoir un compte épargne, un petit dépôt à terme, un compte épargne rémunéré qu'on appelle compte projet. Si vous continuez à travailler ce compte, vous avez accès à des financements. Ça peut être des avances sur contrat, avances sur marché, des avances on finance aussi des projets même partant de zéro. Nous avons des partenariats aujourd'hui avec des institutions et aussi même le programme, par exemple, l'initiative d'Aïcha Ba qui a mis à disposition un fonds Revolving, permet d'accompagner des jeunes femmes entrepreneurs ou des jeunes hommes mais elles essentiellement les jeunes femmes qui sont diplômées et qui sont lancées dans l'entrepreneuriat ou le commerce. Il suffit d'avoir seulement l'entrée en 7e, le CEP. Alors, est-ce que vous êtes en partenariat ou en tout cas vous collaborez avec des entreprises qui payent des salaires à partir de... On a la gamme institutionnelle pour ces grandes entreprises avec une entreprise particulièrement au début qui nous a fait confiance et aujourd'hui UMS, les sociétés minières. Nous avons les groupes industriels qui utilisent cette plateforme. C'est une plateforme qui permet de domicilier les salaires. Avec la plateforme, il peut payer des milliers de personnes en un clic, que vous ayez compte Akiba ou pas. Vous avez un numéro de téléphone et puis vous recevez un code, vous allez retirer l'argent dans nos points de vente. Nous avons près de 2000 points de service sur toute l'étendue du territoire. Dans les points de vente Akiba? Uniquement dans les points de vente Akiba. Mais aujourd'hui, tous les points des autres partenaires acceptent et la plupart acceptent les points
C'est une belle dans nos villes. innovation, ça. Donc, si vous avez le compte Akiba, ça va directement dans votre compte. Vous êtes éligible aussi aux frais. Et puis, grâce à cette plateforme, ils ne manipulent plus le cash. Parce qu'avant, ils payaient ces personnes avec des sacs d'argent ou des journaliers. Il fallait les payer C'est un gros au risque. comptant. C'était un gros risque. Aujourd'hui, ils ont le compte chez nous. Ils se chargent le compte. Ça respecte les niveaux de validation en termes de sécurité en interne. Ils savent qui valide. Ils payent les gens. Et lorsqu'on paye ces entreprises, ces personnes, tu peux savoir qui tu as payé, à quelle heure, où est-ce qu'il a retiré l'argent. Traçabilité. Est-ce qu'il a retiré l'argent? Il y a une vraie traçabilité et une visibilité pour la grande entreprise. C'est un produit aussi qui marche très bien, qui d'ailleurs fait que c'est nos clients qui nous recommandent à d'autres clients. Donc, on est très contents. Ça veut dire qu'on fait quand même quelque chose de bien. Forcément. Donc, voilà, et on finance aussi les PME. On a mis en place un modèle, comme je viens de la banque, j'ai essayé de structurer en adaptant justement la procédure de la microfinance avec des moyens, des garanties moindres, mais mettant en place des mécanismes pour mitiger les risques, financer des PME qui ne sont pas éligibles dans les banques. Donc, on a beaucoup de PME qui commencent à venir nous voir aujourd'hui. Ah, ça, c'est intéressant. Et justement, ça m'amène à vous poser cette question, à savoir si vous avez le sentiment d'avoir apporté en plus dans le paysage de la FinTech. Oui, beaucoup, parce que je vois que beaucoup de personnes maintenant essayent de faire comme Akiba. Hein. Ils ont dit, regarde, c'est bon. Bah oui, je vois. Faire des produits. Hein. Nous avons été pionniers de la banque digitale dans le secteur de la microfinance. Okay. Avant, dans la microfinance, les gens faisaient des partenariats avec les FinTech. Vous le savez, le banque toilette. Nous avons été les premiers à avoir notre propre plateforme de paiement et de mobile banking. Oui. Aujourd'hui, c'est très bien. C'est l'innovation, ça a inspiré. D'autres institutions aujourd'hui ont lancé leur propre plateforme mobile qu'ils utilisent. C'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché, ça rend dynamique. Il y a de la place pour tout le monde. Oui. Chacun son modèle et sa niche. Nous avons un modèle que nous sommes en train de développer, qui a pris forme, qui est en train de marcher, puisqu'aujourd'hui, on voit les résultats. Et d'ailleurs, nous sommes en train de scale up le business, puisque nous avons fait l'acquisition d'une nouvelle plateforme encore plus moderne, plus agile, que nous allons lancer l'année prochaine, que nous espérons va encore plus permettre à Akiba d'être la vraie banque digitale inclusive en Afrique. Ah, on l'espère. En fait, notre modèle, moi je vous dis, Akiba, c'est pas seulement de la performance qu'on cherche. Ok. Si il y a un mot qui définit Akiba, on aimerait qu'on soit perçu comme la banque qui redonne aux gens leur dignité et les réconcilier avec l'argent. Lorsqu'on rentre chez Akiba, on doit rentrer apaisé, sortir apaisé. On veut que les gens qui ne se sentent pas vus sachent qu'on les voit, qu'ils sont entendus, qu'ils ont leur place et qu'ils comptent. C'est ce qu'on veut. Quand on pense à Akiba, on doit penser la banque qui redonne de la dignité. Surtout bien-être. Le bien-être, la bienveillance. D'accord. Merci. Alors, de quel produit êtes-vous aujourd'hui le plus fière, Madame Marie? Écoutez, moi, je suis fière de tous les produits. Aujourd'hui, je ne vous pas dire je choisis tel produit par rapport. Comme je vous ai dit, c'est un modèle que je vends. C'est une histoire qu'on vend. C'est un projet de vie c'est pas fait juste comme ça. Ça touche ma mission de vie. C'est un projet qui me parle. Donc, le jour où on dira, j'entendrai que Akiba est partout. Et que lorsqu'on parle de Akiba, on dit, ah, moi, j'utilise Akiba, mais quand je vais chez Akiba, je suis satisfait des services qu'on m'offre. J'arrive à trouver ma place. Je compte. Je n'ai pas besoin d'aller voir mon frère ou ma sœur pour prendre un prêt. Oui. Chez Akiba, dès que je clique sur un téléphone, j'ai un prêt instantanément. Là, je serai très C'est sûr. Que chaque personne qui pense pense Akiba en premier lieu. En premier lieu, surtout les jeunes et les femmes et les personnes vulnérables. C'est surtout votre cible, hein, les jeunes, les femmes. Et les personnes vulnérables. Même les personnes âgées, les pensionnaires, sont des personnes auxquelles... Quand on dit jeunes et femmes, parce que c'est des gens quand même que nous mettons en priorité dans notre échelle. L'écosystème, c'est les jeunes. La Guinée, c'est beaucoup moins de % de la population est jeune aujourd'hui. La majorité Qui cherchent de l'emploi,
qui cherchent à faire de l'entrepreneuriat, qui se débrouillent. Chacune de nous connaît quelqu'un qui vend soit un tissu, un bonbon, qui vend un service, qui se débrouille à côté, même quand on a un boulot. Forcément. Quand les gens se débrouillent à côté, ils doivent pouvoir trouver des solutions aussi à leurs demandes. Voilà. Et quel moment de votre parcours professionnel vous a le plus marqué, mais en tant que leader? C'est à quel moment? À la création d'Akiba ou un peu plus tard? Peut-être au lancement de Akiba. D'accord. Le jour où on avait décidé de lancer, on est venu, il avait plu, tout ça, et tous les bureaux étaient... Ah oui, je me rappelle de cette histoire que vous avez racontée aux 3 ans de Akiba. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Non seulement il y a la pandémie, et il y avait l'eau partout. Il a plu. Il a plu. Vous avez fait avec. On a fait avec. Et aussi, les années qui ont suivi, ça n'a pas été des années faciles. Les 2-3 premières années de Hakim ont été très, 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 très difficiles. Les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est facile, mais c'est pas facile. Mais alors, n'a pas du visible de l'iceberg que les gens voient. Forcément, les gens voient beaucoup plus le résultat que le travail acharné derrière. C'est beaucoup de solitude, c'est énormément de solitude. Et il faut savoir que lorsqu'on est dans ce genre d'entrepreneuriat, dans un système financier, comme vous savez, qui n'est pas commun, déjà qui n'est pas classique, et qu'on n'a pas les soutiens qu'on cherche, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et c'était quoi le plus grand défi quand on est femme, leader, à la tête d'une institution comme la vôtre? C'est quoi le plus grand défi? Que l'on te prenne au sérieux. Parce qu'on ne vous prend pas au sérieux? Parce que parfois, on a l'impression que les gens pensent qu'on est là pour amuser la galerie, ou on est juste une petite. Pour faire joli, qu'on te prenne au sérieux. C'est pas tout le temps qu'on te prend au sérieux. Moi, pendant longtemps, des gens ont cru que je suis un prête-nom. Que tu sois légitime, qu'on pense que tu es légitime. Ça, c'est une des... Mais après, moi, ça me dérange pas beaucoup. Au contraire, j'aime bien d'ailleurs quand on me sous-estime. Parce qu'après, tu fais tes preuves et tu fais de belles choses après. Voilà, j'aime quand on me sous-estime, mais malheureusement, c'est le système qui est comme ça. Mais c'est à nous aussi de faire en sorte après, faut pas toujours le prendre de façon négative aussi. Ça, je l'ai compris après. Parce que lorsqu'on analyse les relations hommes et femmes, vous imaginez aussi voir une femme venir dans un groupe d'hommes, vouloir s'imposer dans une société patriarcale, où à la maison, c'est les hommes qui décident, n'ont pas l'habitude, ils ont peur de vous. Oui. En réalité, ils ont peur. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle n'a pas sa place ici. C'est parfois de la curiosité. Il y a un peu de peur. On te voit comme une menace parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que tu es venu perturber ou est-ce que tu es vraiment venu apporter de la valeur? Donc, c'est en ce moment que nous aussi, nous devons rester focus, faire nos preuves, être rigoureux, être compétents et surtout, toujours garder en tête que les autres nous regardent. Lorsque nous sommes alignés et que nous faisons correctement les choses, après, nous ouvrons la porte à d'autres personnes. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, ne jamais perdre de vue le fait qu'on est là aussi pour ouvrir la porte aux autres. Si je me comporte bien, si je fais correctement les choses, si j'arrive à atteindre les objectifs ou à me faire accepter, je rassure ces personnes pour leur dire, attention, je ne suis pas venue pour prendre vos places, je suis venue pour aussi partager avec vous, vous apporter un peu de féminité, un peu d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est une stratégie qu'il faut avoir aussi à ce niveau pour être, en venant, il ne faut pas juste venir aussi penser, ils sont contre moi. Non. Il ne faut pas se livrer tout de suite à une bataille. Voilà, il faut apporter en plus. Apporter en plus, se faire respecter. Ça, c'est non négociable. C'est sûr. Mais ne pas tout le temps être sur la défensive. D'accord. Et quel a été l'apport de votre époux dans votre carrière entrepreneuriale? Tout à l'heure, vous l'évoquiez, je pense qu'il a été là. Mais expliquez-nous comment. Il est là, c'est pas il est là.
En fait, je dis, il a été là depuis les débuts de Akiba, je veux dire. Depuis toujours. Il ne vous a pas lâché. Depuis toujours. En fait, Parlez-nous de son apport dans votre carrière. Avant de vous parler de l'apport qu'il a, ce que moi je peux dire, hein, le choix de partenaire de vie est important pour une femme. Il faut 80% de ta carrière aussi dépend de ton choix ou ton partenaire de vie. En tout cas, pour mon cas, c'est ce que je veux dire. Parce que si la personne avec laquelle tu vis, parce que quand on vit ensemble, c'est des projets de vie qu'on a ensemble. On a décidé de construire ensemble. Je viens avec mes ambitions, tu viens avec tes ambitions. Est-ce que nos ambitions sont alignées? C'est si nos ambitions sont alignées que chacun de nous évolue. Et pour qu'on évolue, on doit se porter. Oui. Il me porte autant que je le porte. Oui. C'est ça. C'est une équipe. C'est une équipe qu'on est en train de former. Oui. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être mariée à quelqu'un que je connaissais depuis très jeune. Déjà, on a été à l'école ensemble et on se connaît, on sort ensemble depuis qu'on est au lycée. Donc, vous vous connaissez. On se connaît. Il se connaît. On s'apporte. Il est là, il est à l'écoute. Il me pousse quand j'ai envie de ma carrière. C'est pour ça que je dis c'est pas que Akiba, c'est un parcours de vie qu'on a choisi. Même. Donc, il a été d'un appui indispensable dans votre vie. Oui, d'un appui indispensable. Comme je vous ai dit, on fait une équipe. Donc, s'il y a des décisions à prendre, on les prend ensemble. Donc, c'est parce qu'aussi il m'a donné de la place que j'ai pu être là où je suis. Il ne s'est pas senti menacé par mon ascension. Il a été à l'écoute. Il me pousse. Et quand il y a des situations difficiles à gérer, on les négocie ensemble, on discute. Donc, voilà, moi, je ne peux que dire que c'est une chance que j'ai eue de rencontrer un homme comme lui. Et vous avez créé une très belle famille. Vous avez 3 enfants. Vos enfants ont quel regard sur vous, sur votre carrière et sur vos innovations? Je pense qu'ils sont quand même fiers. Ils sont quand même fiers. Mes filles me le disent. Elles me le disent, mais même mon fils. En fait, nous, on se dit les choses en famille. Heureusement, c'est une chance qu'on a de pouvoir se dire quand on est fier de ce chacun l'accomplit. On se le dit. On n'a pas peur de se dire qu'on s'aime. Donc, mes filles et mes enfants me disent souvent, maman, on est fiers de ce que tu fais. Et on trouve que tu fais de belles choses, que ce que tu fais à Akiba, c'est très bien. Comment tu changes, comment tu apportes ta contribution, c'est quelque chose qui nous parle. D'ailleurs, elles sont très féministes comme moi. D'ailleurs, la première, elle est tout le temps en train de clasher avec son frère et ses cousins parce qu'elle a des positions très tranchées sur le féminisme. Elle joue pas sur la cause des femmes. Donc, voilà. Ah bah, c'est une belle chose. Ouais. Et quelles valeurs personnelles vous guident dans les moments de doute ou de grande responsabilité? C'est quoi ces valeurs qui vous permettent de gérer certaines situations? En fait, comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Je n'ai pas l'air, hein. Parce que la spiritualité a une place très importante dans ma vie parce que quand je parle de spiritualité, ça ne veut pas dire que, voilà, parce que dès qu'on parle de spiritualité, on parle de dogme, on parle de religion. Non, la spiritualité, déjà, moi, je crois en Dieu, ça c'est clair, mais je crois à quelque chose de plus grand et au fait que les choses, et je suis très positive de nature, et je suis quelqu'un de très résilient. Quand je suis dans des situations difficiles, je cherche toujours à savoir c'est quoi la leçon. Ok, vous en tirez souvent quelle est la leçon que je dois apprendre? C'est la question que je me pose, et c'est quoi le message pour moi? Et j'essaie de trouver la réponse. Je définis en 2 types. Si c'est un challenge, c'est une contrainte, je n'ai pas de solution, je dors. Carrément. C'est réel. Je peux rien. Tous les gens qui me connaissent, je dors profondément. Alors là, je vais me coucher. Ça vous empêche pas de dormir? Au contraire, je dors beaucoup. Je peux même faire de longues siestes. Je peux rentrer chez moi, quitter le boulot, je rentre, je vais me coucher, je dors. Malgré les problèmes.
Mon corps même refuse de réfléchir à la question. Et mes proches ne savent. Et je dors. Je suis dans une situation, je dors. C'est pas le contraire chez moi. Hein. Dès que j'ai un problème, je dors pas, moi. Moi, je dors. Peut-être que certains me disent que c'est un mode de défense, mais je dors pendant un moment. Je suis atteinte de sommeil profond. Et au sorti de là, avec du recul, j'arrive à mieux analyser la situation et à trouver des solutions. Oui. Donc, et aussi mes valeurs familiales. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. Et je tiens à la loyauté, à l'éthique et au respect. C'est des choses que je ne négocie pas dans mes relations avec les autres. Et que j'essaie en tout cas, de respecter aussi chez les autres. Et dans ces moments, je sais qu'il y aura toujours des personnes sur lesquelles je peux compter, qui seront là pour moi, qui vont me guider. Et Dieu merci, jusque-là, à chaque fois que j'ai été dans des situations très compliquées, j'ai pu compter sur des gens et parfois des personnes auxquelles je ne m'attends même pas. Que Dieu met sur mon chemin, encore une fois. Donc, je crois en la force de la vie. Je crois au fait que y a quelque chose qui nous guide, qui nous accompagne et il n'y a que du beau, du bien. Je suis très positive. Dans des situations en général, la première chose, j'essaie toujours de voir ce qui est bon dedans. Donc, mon premier réflexe, c'est jamais de me dire c'est fini. C'est pas. Vous restez optimiste jusqu'au bout. Je suis très optimiste et j'essaie vraiment de trouver la solution. Je suis très solution orientée. Et quand j'ai pas la solution, je dors. C'est la vérité. Je dors. Ah, c'est sûr. Mon mari me demande comment tu fais. Oui, justement. Quand je mets ma tête, 5 minutes après, je suis partie. Il dit comment tu fais. Car je ne sais pas. Alors, on va revenir dans les locaux de Akiba. Quel type de patronne êtes-vous? Ça, je vous laisse demander au table. Je ne sais pas. Je préfère qu'ils répondent bien. On dit quoi dans les couloirs? Ah ben, je ne sais pas. Moi, ma porte n'est pas fermée. Parce que ce que j'ai connu, j'ai eu des patrons qui ont laissé leur porte ouverte, sont accessibles. Donc, chez moi, je ne me dis pas qu'il faut une hiérarchie pour venir me voir. Même tu es à la porte, tu es à la caisse, tu es partout, tu as un sujet, tu penses que c'est moi qui peux répondre, tu me réponds. Mes travailleurs ont accès à moi, ils ont mon WhatsApp. Il y en a qui m'écrivent parfois par WhatsApp la nuit sur des sujets. Ça, c'est quelque chose, j'ai pas de problème avec ça. Okay. J'échange. Vous êtes assez ouverte? Je suis très ouverte parce que c'est ce que j'ai reçu de mes patrons, de ceux qui m'ont formée. Okay. Ils m'ont donné accès à eux. Donc, moi, je donne accès. Je ne comprends pas. C'est vrai, après, ils savent les limites à ne pas franchir, mais je respecte chacun. Je me mets à la place des autres. Je ne m'érige pas connaisseuse de tout. Je pense. Si je ne connais pas, je pose des questions. Ouais. Je sais pas faire la caisse. Je vais pas dire, je vais compter l'argent à ta place. C'est toi qui sais faire. Après, on discute de comment on fait. Okay. Maintenant, après, je peux être très, très tranchante. Parfois, ils se disent, bon, quand elle est pas de bonne humeur, Bita. Quand vous portez le manteau de PDG. Voilà, il y a un moment où je peux râler. Je peux râler. Le caractère est là. Je peux râler, je gueule. Je garde pas les choses. Comme je vous ai dit, je le dis. Et puis après. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Vous vivez, en fait, j'ai l'impression que vous vivez plus l'instant présent. C'est ça. Voilà. Donc, vous ne vous cassez pas la tête, vous êtes positive et puis vous avancez avec les bonnes choses. C'est ce que ma fille m'a dit. Elle dit que maman, tu es toujours positive, tu essaies de trouver des solutions. Toujours. Peut-être que c'est ma nature. Ouais. Dieu qui m'a fait comme ça. C'est une chance, je rends grâce. Et justement, vous êtes également philanthrope. Vous avez une ONG qui œuvre pour une éducation de qualité pour les jeunes filles. En quoi c'est important pour vous d'avoir une ONG, surtout qui met l'accent sur les jeunes filles et mieux encore, qui met l'accent sur une bonne éducation? Parce que pas seulement une éducation, mais une meilleure éducation. Je suis le fruit d'une bonne éducation. Moi, j'ai été formée en Guinée. J'ai fait l'école primaire en Guinée. D'ailleurs, dans une école publique, je le rappelle souvent aux gens. J'ai été formée à l'école publique avant d'aller à Sainte-Marie. Donc, j'avais un bon niveau. J'étais formée ici. C'est après le bac que je suis allée faire mes études. Si j'ai pu faire mes études et revenir, c'est parce que j'ai eu un bon parcours éducatif en Guinée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, comme je vous ai dit, la cause, peut-être parce que j'ai été portée par des femmes fortes dans ma famille. Je vous ai parlé de ma grand-mère, ma mère.
Vous parlez beaucoup de votre grand-mère. Mais oui, j'ai une relation fusionnelle avec ma grand-mère, celle qui nous a presque élevés. On l'appelait, celle qu'on appelle Néné. Ma maman, on l'appelait grande sœur. Gaïa, c'est Parce sûr. que ma mère est fille unique de sa maman. Donc, ma grand-mère a eu un rôle très important dans nos vies. Et moi, en tout cas, dans ma vie, on avait très bon. C'était une femme qui n'est jamais allée à l'école, mais qui est positive, qui a appris l'alphabétisation. Donc, Coco. parfois, elle te parle de son français. Son mari était ancien combattant, bref. Et donc, quand je pense à la jeune fille, j'ai eu une fois à rencontrer une dame. J'ai une amie qui a une fille qui était différente. Comment j'arrive à ça? Elle était différente de ses enfants. Et tout le monde se moquait d'elle. Elle importait des chaussettes. Elle est tout le temps bien condée. On l'appelait même l'anglaise. Les gens se moquaient. Je lui ai dit, mais pourtant, ta fille-là, elle a quelque chose. Elle est brillante. Pourquoi tu la laisses dans cette école où les gens se moquent d'elle, la harcèlent? Parce qu'elle aime être bien, elle aime lire, elle aime... Donc, je dis, bon, écoute, moi, je vais demander à Sainte-Marie, est-ce qu'ils peuvent accepter de prendre des filles qui viennent d'un certain profil et qui pourraient bénéficier d'une bourse. On a fait l'expérience, ça a marché. C'est comme ça que j'ai fait un partenariat avec eux. Et donc, l'idée, c'est de sponsoriser des jeunes filles qui viennent de milieux modestes ou qui ont un gros potentiel, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ces écoles d'excellence, donc leur donner leur chance. Donc, je les sponsorise et aussi j'ai un partenariat avec Fitima, l'ONG, où je parraine aussi des enfants en situation de handicap qui viennent de milieux défavorisés pour bénéficier de... C'est des choses qui me parlent. Je peux pas... Moi, je pense que c'est ça qui nourrit mon âme. Quand je dis aux gens, ils se moquent de moi, mais c'est la réalité. Voilà. C'est une belle chose de penser aux autres et surtout de penser à élever les autres. C'est très important. Et pour une jeune fille ou un jeune homme qui voudrait faire comme vous ou mieux que vous demain, que lui diriez-vous? Il faut être authentique. D'être authentique. Authentique, travailler, se former, être rigoureux. La rigueur, la rigueur, la rigueur. Être ouvert au monde. Être ouvert au monde, ne pas se presser. Parce que je pense qu'on est face à une génération pressée. Moi, avant d'aller dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé d'abord. J'ai appris à travailler. J'ai appris la rigueur. J'ai appris les codes du travail. Je suis pas venue juste. Vous voyez? Donc, lorsqu'on veut réussir dans la vie, il faut respecter les règles, respecter ses aînés, apprendre. Toujours essayer d'être l'élève. Moi, j'apprends. Je cherche à apprendre. On finit jamais d'apprendre. Mon père, il lit jusqu'aujourd'hui. Il adore lire, il adore apprendre. Il est curieux des gens. Je pense aussi peut-être que j'ai pris ça à la base. Apprenez. Apprenez, respectez les autres. Conseil de l'aîné. Merci de partager ce conseil-là. Et quel rêve ou objectif intime, encore non réalisé jusque-là, vous porte aujourd'hui dans votre vie personnelle ou encore professionnelle? Vous savez, comme je vous ai dit, moi, je vis dans le présent. Comme tout parent, voir ses enfants faire mieux que soi, c'est le rêve de tout parent. C'est que ça, c'est une des choses que je ne demanderai jamais assez à Dieu, de nous donner longue vie, la santé, et voir un jour que nos enfants font mieux que nous. Mais quand ça revient au professionnel, c'est faire en sorte que le bébé qu'on est en train de pousser, dans notre vision 2030, devienne une institution financière totalement inclusive et incontournable du système financier africain. On ne peut pas mieux demander. Hein. Et quelles sont justement vos ambitions pour Akiba dans les 5, voire les 10 prochaines années? Dans notre plan stratégique 2030, l'objectif pour nous, c'est vraiment que Akiba atteigne les 1 million de clients, que Akiba puisse impacter le maximum de personnes, femmes et jeunes, et que ce soit une vraie banque digitale impactante, humaine et bienveillante, et qu'on puisse dire que Akiba va ouvrir ses portes dans un autre pays en Afrique de l'Ouest. Si tout le monde vient en Guinée,
Nous, on va jamais chez les autres. Il est temps qu'on aille Chez les entre nous ici, on aille chez les autres. Mais qu'on aille bien quand on est prêt. Mhm. Merci beaucoup. Merci. À présent, on va vous soumettre à un questionnaire qu'on appelle à cœur vert. D'accord. On va mieux vous connaître encore davantage. Ah ouais, c'est pas fini? C'est pas du tout fini. Alors, la première question, c'est de savoir quel mot vous définit le mieux. Joie de vivre. Pourquoi joie de vivre? J'aime la vie, j'aime le chaud, j'aime les gens, je suis comme ça. Bien. Voilà. Et qu'appréciez-vous le plus chez vous en premier lieu et chez les autres en second lieu? Chez moi, ma constance. La constance. Ouais. D'accord. En général, je suis quelqu'un de... En tout cas, ma loyauté, ma constante. Et mon besoin de liberté, ce que j'apprécie. Je suis libre. J'aime les temps libres. Et chez les autres, qu'est-ce que vous aimez, vous appréciez chez les autres? Le respect et la loyauté. Pourquoi? Parce que c'est très important pour moi. Lorsque ces deux éléments manquent dans ma relation à l'autre, ça ne fonctionne pas. Ok. Ça, c'est comme ça, je peux pas vous expliquer, mais ça me perturbe. C'est clair. Et quel est votre échappatoire quand tout va mal? Je dors. Je dors, Vous vous dessoucez ou pas quand vous dormez ou ça Je me ressource, ça me régénère. Je dors ou je voyage. Si je suis chez moi, je dors. Si j'ai l'occasion de voyager, je voyage, je déconnecte. Ou connecte. D'accord. Reculer pour mieux sauter. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Ce qui est le plus important pour moi, ma famille. D'accord. Ma famille, c'est ça. Bien. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Bah, ça avant tout. Et en second lieu, c'est quoi? Après ma famille, m'épanouir en tant que personne. J'aime ce que je fais, j'aime mon boulot, j'aime me sentir libre de faire ce que je veux. Donc si on m'enlève ça, je ne peux pas donner le reste. Ah, c'est aussi clair que ça. Et si vous pouviez changer quelque chose en vous, ça serait quoi? Change rien. Vous ne changez rien. Non. Vous ne vous dites pas, ah, si je pouvais changer ça, moi, je l'aurais fait. Non. Ah ouais? À 100%? Non, oui. Même pas un peu. Non, pourquoi j'ai changé? Peut-être que si je suis là où je suis, la personne que je suis, c'est parce que je suis comme je suis. Si on m'enlève, je ne serai plus la Hadia qu'on connaît, là, c'est tout. Je serai plus la même personne. C'est sûr. Alors, cette Donc, question ne change pas ça. Cette question part du fait que on n'est pas parfait et qu'il y a certaines choses qu'on voudrait quand même changer. Non, j'ai des défauts, c'est vrai, si vous dites entendre le défaut, moi je suis quelqu'un de parfois très colérique et donc ça, peut-être oui, je peux dire, j'aimerais bien être moins colérique. parfois colérique ou impulsive dans certaines situations, garder mon calme. Ok. Ben voilà. Ah, ben voilà, on a trouvé quand même, hein. On a juste poussé un tout petit peu. Et comment définissez-vous le bonheur, Madame Barry? Le bonheur est simple, hein. Manger bien, dormir bien, être bien dans ma maison, entourée de ma famille, de personnes que j'aime, être en bonne santé, c'est le bonheur. Ça paraît basique, mais en fait, la vie tourne autour de ça. Allez, pour moi, elle tourne autour de ça. Si j'ai ça, je suis bien. Si je mange bien, surtout aussi. Hein. Ah, j'aime manger. Et vous aimez manger quoi? Tout. Si j'ai faim, là, on ne peut pas se parler. Et qu'est-ce que vous préférez comme nourriture? C'est quoi votre plat préféré? Un plat préféré, c'est j'ai un plat préféré. Il y en a pas? Vous mangez de tout. Je suis gourmande. On se moque de moi, je suis très gourmande. Je suis très gourmande. Alors, et qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Bon, c'est une bonne question. Comment? J'ai dit ça, c'est une très belle question. Qu'est-ce qui vous fait peur? Elle cherche encore dans sa tête. Moi, je vous ferai toute une liste. Hein. Faites-moi une liste, après, je vais voir si c'est dedans. Mais moi, j'ai comme ça. J'ai peur de quoi? Tout de suite, qu'est-ce qui me vient? De perdre mes parents? Oui, perdre les personnes qu'on aime, ça, c'est une grosse crainte. Moi, ça fait partie de la vie. On a toujours peur. J'ai peur de perdre les personnes qu'on aime. Oui. Pas que ses parents, les enfants, tout. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas le genre de question que je me pose tous les jours. Vous voyez ce que je dis? Je ne veux pas m'asseoir, me dire,
Il y a ça. Je sais que ça va arriver, mais la vie est faite, il y a le cours naturel de la vie. C'est vrai, après, quand on se remet à Dieu pour qu'il nous épargne de ce genre de tragédie. Vous voyez? Mais après, la nature suit son cours, le destin suit son cours. Ouais. Voilà. Donc, à part perdre vos proches, rien ne Perdre vous les fait personnes. les gens que vous aimez. Et perdre la face, ne pas être capable de respecter mes engagements, j'aime pas ça. J'aime pas perdre la face. J'aime pas être dans une situation où Vous ne respectez pas vos engagements. mes engagements, où je Prenez pour pas, faire perdre la dignité à quelqu'un. Vous voyez, c'est Ça, être dans une situation comme ça peut me rendre inconfortable. D'accord. Voilà. C'est normal, hein, c'est d'ailleurs. Préfériez-vous diriger ou être dirigé? Je pense avoir un peu la réponse, mais je vous donne quand même. Vous avez la... Non, mais non, je suis pas l'invité, c'est vous l'invité. Vous préférez Ça être dépend dirigé, comment on les dirige. être- Ça dépend. Bon, la question Mais est je ne simple. pense pas que je suis difficile à diriger. Mon mari me le dit tout le temps. Je suis un électron libre, je suis très indisciplinée, donc ça va être compliqué. Très Donc, vous indisciplinée. préférez diriger. Je préfère, en tout cas, être celle qui prend les décisions et ses décisions, pas qu'on me les impose. Ah, c'est bien. Et si vous deviez adresser un message à vos enfants, ça serait lequel? Soyez de bonnes personnes, Ok, justes. ok. Je fais confiance à l'éducation que je vous ai donnée, qu'on vous a donnée. Je vous fais confiance. Je sais que vous êtes des personnes, vous êtes de bonnes personnes déjà, mais soyez toujours à l'écoute et que Dieu vous accompagne et n'oubliez jamais d'où vous venez. C'est beau, ça. Ah. C'est très beau. Et selon vous, que doivent prôner les jeunes pour devenir de véritables acteurs de développement pour notre pays? Là, vous parlez à tous les jeunes de la À nation. tous les jeunes, déjà le courage de participer à la vie économique et sociale, mais de façon positive. Le courage d'entreprendre, le courage d'essayer de sortir des chantiers battus, de trouver le bon chemin. Mhm. Mais aussi, je peux leur dire que tout se fait en Guinée. C'est ici l'avenir. C'est ici l'avenir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent l'Occident pour revenir en Afrique parce qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à faire. Surtout la Guinée a un tournant de son histoire. Il ne faudrait pas qu'ils ratent le coche. Oui. L'avenir leur appartient. Les gens ne viendront pas développer la Guinée à leur place. C'est à eux de développer la Guinée. C'est à eux de participer au développement économique de la Guinée. C'est à eux d'apporter leur pierre. Et c'est aussi à eux de prouver qu'ils méritent qu'on leur fasse confiance. Donc, soyons positifs, croyons en l'avenir. En tout cas, moi, je crois en l'avenir, je crois en ce pays-là. Je suis le fruit de ce pays. Et je pense qu'il y a encore le meilleur à venir. Voilà. Madame Barry, merci beaucoup d'être venue chez Sané. Merci, Sané. C'est moi qui suis contente d'être là. Merci. Merci beaucoup.